De la boucle de Montesson, en aval de Paris, à la boucle de Moisson, aux portes de la Normandie, sinue la Seine et ses reflets. Il y a la Seine naturelle, la Seine agricole, la Seine industrielle, la Seine habitée, la Seine patrimoniale, la Seine des flux et des connexions aussi. Mais de tous ces panoramas, il faut descendre sur les rives du fleuve pour en connaître véritablement ces paysages. C'est en bateau que l'on aborde les rivages moins connus du fleuve. Embarquez-vous et devenez explorateur, depuis la commune du Pec pour descendre la Seine jusqu'à Mantes-la-Jolie, en aval. Glisser sur l'eau pour se glisser dans le territoire, se déplacer en douceur et en lenteur, en situation privilégiée pour regarder défiler les paysages. Au début, la ville est dense. Saint-Germain, Le Pec, Le Vésinet, Sartrouville. Mais la végétation des rives adoucit et atténue la perception des fronts bâtis. Ce sera quasiment une constante sur l'ensemble du parcours. En premier plan, la ripisylve. C'est la forêt de la rive, faite d'essences spécifiques des bords de cours d'eau, une grande variété de saules, d'aulnes, de peupliers, de frênes, que l'eau disponible rend souvent exubérant. À la faveur de ces interruptions, des fenêtres s'ouvrent sur un deuxième plan, plus lointain, celui du coteau de Saint-Germain-en-Laye, marqué par le mur de soutènement de sa longue terrasse. Un trait blanc, tracé par le nôtre, comme pour souligner la géographie du rebord de coteau et la lisière de la grande forêt de Saint-Germain, qui occupe le centre de ce premier méandre. Plus loin, le coteau se poursuit encore, en pente maraîchère, au Mesnil-le-Roi. À présent, le coteau a disparu, et ces petites cahutes vertes, perchées sur leurs échasses, se montrent comme des intrigantes. Elles ressemblent à de petites tours de guet. L'hippodrome de Maisons-Laffitte. C'est une bien drôle de ville, plantée comme un parc, où l'on croise dans les rues des remorques de paille, où les pistes ne sont pas cyclables, mais cavalières. C'est une étonnante ville cheval, où se côtoient habitation et haras. De son piédestal, Dollard, casaque noir et toque rouge, célèbre pour sa victoire en 1864 de la fameuse Goodwood Cup en Angleterre, se souvient de son installation ici en statue de bronze en 1912 par Frank J. Gould, milliardaire américain qui avait fait de cette esplanade un paddock pour promener ses chevaux de course. À l'horizon, la butte de Cormeilles en Parisis. Au pied de la butte, en premier plan, le village de la Frette, dont les maisons s'alignent le long de l'ancien chemin de halage. L'église d'Herblay est bâtie en hauteur sur l'emplacement d'une nécropole mérovingienne, à l'angle d'un vallon. Des maisons de villégiature sont construites plus tardivement, à la faveur de l'arrivée du chemin de fer au milieu du XIXe siècle, souvent étagées sur les coteaux pour profiter d'une vue dominante sur le fleuve et d'une vue sur l'intérieur du méandre. On ne soupçonne pas, vu d'ici, que le village s'étend bien au-delà du coteau pour totaliser près de 30 000 habitants. C'est un peu le propre des paysages de la Seine que de donner l'impression d'être souvent loin de la région capitale qu'elle traverse. Maintenant, sur la rive, se pressent davantage de péniches, qui annoncent la capitale de la batellerie. De son promontoire, la ville ancienne de Conflans s'échelonne et s'ouvre sur les quais de Seine en un mail planté propice à la promenade. Le prieuré, la tour Montjoie, témoignent d'une histoire plus lointaine, de la fin du IXe siècle, où Conflans recueillit les reliques de Sainte Honorine, mise à l'abri des remontées vikings sur la Seine
depuis Le Havre. Conflans est aussi une confluence, celle de l'Oise, d'où les péniches se dirigent vers les canaux du nord de la France. À l'horizon, la montagne forestière de l'Haute-Île, la Haute-Île, consacre la rencontre du Vexin français, une belle région agricole qui surplombe tout le nord de la vallée de la Seine et la boucle de Chanteloup, que l'on s'apprête à présent à contourner. Qui ne connaît pas le sigle Peugeot sur ce château d'eau tout rond? 86 hectares d'usine du groupe PSA que masque le boisement de cette petite île, l'île Saint-Louis, et dont le petit bras de Seine est une cachette au pied des bâtiments que seuls pratiquent quelques pêcheurs paisibles. Qui ne connaît pas aussi le vieux pont de Poissy, bombardé en mai 44 et doublé après-guerre en 48, plus en amont, par le nouveau pont. Les flèches de la collégiale de Poissy, cité de Saint-Louis, se fondent dans la végétation dense des rives de l'île aux Blancs et de l'île des Mignots pour mieux confondre l'histoire de la Seine avec l'histoire du royaume de France. Dans ce secteur où les rives sont si boisées, toute ouverture permettant d'apercevoir un horizon plus lointain est très précieuse, car elle permet d'avoir une idée de la largeur réelle de la vallée et de l'ampleur des espaces ouverts qui s'y rattachent. Le parc du Peuple de l'Herbe est garant de ces espaces ouverts et de réelle respiration pour la vallée. Le passé des anciennes sablières et gravières du parc n'est plus un secret, mais la découverte de la nature qui s'y déploie au lever du jour est toujours une surprise. En face, l'île des Mignots et l'île de Vilaine sont réputées. Villas, jardins et parcs ouverts sur le fleuve créent ce paysage typique de la villégiature des bords de Seine. Bien moins connus sont les petits bras qui séparent ces îles. Allez, c'est la pause au port des Bigochets. « 1930, sur une autre île toute proche, en aval, l'île du Platet, Physiopolis est une colonie naturiste, fondée par les frères André et Gaston d'Urville, qui attire les week-ends ou pendant les congés payés les couches moyennes de la société pour une vie sportive et saine au contact de la nature. Des tentes fixes et des bungalows entourent alors de vastes terrains de sport. Aujourd'hui, certains propriétaires ont bâti de petites maisons plus confortables et le mode de vie a quelque peu changé, mais on imagine que la convivialité est toujours de mise dans ce coin de nature préservé et propice à l'évasion que l'on aime rejoindre par le bac. Juste attenante, la piscine découverte de 1935, qui attirait de nombreux Parisiens, est fermée depuis 2003. Elle est en attente d'un nouveau projet. Le pont suspendu de Triel-sur-Seine est très reconnaissable. L'église Saint-Martin et le bourg ancien se rehaussent sur les pentes, dans une configuration assez traditionnelle du village de bord de Seine, sur les lignes de résurgence des sources et à l'abri des inondations. Au contraire, l'île de Vaux-sur-Seine subit régulièrement la montée des eaux. Et à la suite de l'inondation catastrophique de 1910 et de la destruction de l'unique ferme de l'île, les propriétaires décident de transformer cette île en lotissement résidentiel. Les constructions sont le plus souvent surélevées sur garage et pilotis pour supporter les crues toujours possibles. L'ambiance est plus modeste que dans l'île de Vilaine, mais d'un calme absolu. Une rue centrale bordée de tilleuls fait toute la longueur de l'île, soit environ 2 km,
et distribue les parcelles bâties. L'une d'elles pourtant ne l'est pas. Un grand vase Médicis en occupe le centre, le bras du fleuve miroite en arrière. C'est en se retournant que l'on comprend la raison de son installation. De l'autre côté de la rue, une autre parcelle, également non bâtie, ouvre une perspective vers le petit bras de Seine, qui se poursuit dans un parc situé lui en dehors de l'île, vers une bâtisse. C'est le pavillon d'Artois, agrandissement probable d'un pavillon de chasse du XVIIIe siècle, et dont le parc a conservé sa perspective, enjambant l'île et les deux bras de Seine. Un très beau geste de l'art des jardins. Laissons l'île pour passer discrètement devant le site de l'aéronautique et de l'aérospatiale des Mureaux, puis devant le bâtiment du club de voile des Mureaux, le Yacht Club Île-de-France. Un peu plus loin, dans la ripiscive de la rive droite, une curieuse tourelle, reste de l'ancien barrage des Mureaux, construit vers 1853, mis hors service et démonté en 1964 par suite du relèvement du barrage éclusé de Méricourt, bien plus en aval, au-delà de Mantes. L'écluse qui accompagnait le barrage existe toujours et n'a plus d'utilité fluviale, mais garde un charme désuet. À partir de cet endroit, les industries imposantes marquent davantage le parcours et contrastent avec les ambiances puissamment naturelles ou habitées du fleuve. C'est une caractéristique des paysages de la Seine centrale. L'usine Renault de Flins fait face au cabanon de l'île de Jusier, et la cimenterie de Gargenville, en rive droite, regarde les espaces naturels du Giboin, un bras mort de la Seine, et des espaces agricoles tout en longueur. Et légèrement en retrait, près d'une gare, une cité peu connue mais plaisante, une ville entièrement créée à partir des années 1920, sorte de cité-jardin que l'on appellera Élisabethville, suite à l'intervention de la reine Élisabeth de Belgique, marraine de la cité. Le plan de ville s'organise en rayonnement, à partir du monument dédié à l'amitié franco-belge, érigé en 1927 au centre de la place de l'Étoile. Des modèles de maisons à colombage et quelques constructions innovantes. L'église de béton armé de 1928 présente la première façade de béton sculpté, œuvre de l'architecte Paul Tournon et du sculpteur Carlo Sarabezol. En vis-à-vis et sur l'autre rive, la cimenterie impose sa stature de monument et rappelle aussi cette même époque d'innovation dans le domaine des techniques du bâtiment. Mise en service en 1921, en 1942 elle possède le plus grand four dit à voie humide d'Europe, et en 1971 elle est la plus importante cimenterie en France avec une production annuelle de plus de 2 millions de tonnes de ciment. Mais de part et d'autre de l'ancien chemin de halage qui mène à la cimenterie, la ripiscive se fait très dense. Et à un endroit qu'on aura peut-être peine à retrouver, un sentier s'ouvre vers l'intérieur touffu. Les végétaux sont caractéristiques d'une reconquête végétale en milieu calcaire, le cornouiller, la viornobier par exemple. L'ouverture est brusque sur une sorte d'amphithéâtre aux parois marquées d'émergences calcaires, de petites falaises blanches. C'est la première carrière de la cimenterie, celle qui a justifié l'implantation de l'usine. Depuis la fermeture de la carrière dans la fin des années 90, la nature reprend ses droits et confère à ce lieu une atmosphère unique et isolée. On peut croiser des chevreuils dans ce lieu presque désert. Le courant nous entraîne vers d'autres carrières et d'autres usines plus connues, car beaucoup plus monumentales et tellement visibles. Les grandes falaises de Porcheville font face à l'usine électrique. Véritable cathédrale industrielle, la centrale électrique, dont les cheminées sont hautes de plus de 200 mètres,
forme un des emblèmes les plus visibles des paysages de la Seine industrielle. La première usine de 1954 alimentée au charbon a disparu. Celle actuelle, au fioul, date des années 70. Mais l'usine est désormais fermée et son avenir n'est pas fixé. Mais pour beaucoup, il sera difficile d'y rester insensible. Quant au port de Limay, qui élargit le fleuve juste en aval, n'est-il pas un peu le parvis de ce monument? La cathédrale suivante, c'est la collégiale de Mantes. Autre image véritablement iconique de la vallée de la Seine. Et si notre parcours s'arrête là, ce n'est pas vers cet édifice connu que je voudrais vous conduire, mais vers un quartier excentré, entre le centre ancien de Mantes et le quartier du Val-Fouré, vers un monument plus modeste en taille et moins connu, l'ancien prieuré de Gassicourt. Une partie de l'édifice est de style roman normand du début du XIIe siècle. Et c'est devant les couleurs d'une verrière du XIIIe siècle qu'il me plaît de me raconter tous ces petits secrets du Val-de-Seine. Ceux que je vous ai dévoilés, mais aussi les autres, toutes les rencontres que j'ai pu faire, mais qui resteront les miennes. C'est bon, on tourne. Ok. Ça va, je passe, je suis photogénique. Là, je fais quoi? Je fais un petit coucou? Non.